Bonjour et bienvenue. Dans cette séquence, nous allons évoquer l'un des freins à la transition et évoquer quelques pistes qui permettraient de l'accélérer. Nous allons aborder 4 points. Premièrement, les investissements purement financiers procurent aujourd'hui des rendements très importants. Deuxièmement, les investisseurs privés délaissent trop l'économie réelle qui n'offre pas les mêmes rendements. Troisièmement, les projets de la transition non plus ne peuvent offrir de tels rendements. Quatrièmement, tant que les capitaux afflueront vers la sphère financière, la transition n'avancera pas à la vitesse requise. Commençons par le premier point. Les investissements purement financiers procurent aujourd'hui des rendements vraiment importants. Le graphique que vous voyez représente la variation de l'indice boursier action, qu'on appelle le CAC 40 en France, qui contient les 40 plus grosses capitalisations boursières de la Bourse de Paris. Entre début 1988 à fin 2014, soit sur une durée de 27 ans, il est donc passé de 1000 points à 4273 points. Il a donc été multiplié par 4,3. Durant cette même période, le taux d'inflation a été multiplié seulement par un facteur de 1,6. Hors inflation, le CAC 40 a donc été multiplié par 2,6, ce qui correspond à un rendement moyen de 3,6%. Si on prend un indicateur un peu plus sophistiqué qui s'appelle le CAC 40 Net Return, qui tient compte des dividendes réinvestis et d'un taux d'imposition standard, on constate qu'il était à 7 976 points fin 2014. Donc il offrait un rendement net, inflation déduite, de 6,1%. C'est déjà un rendement assez important. Mais ce n'est rien à côté de ce que les produits financiers plus complexes peuvent fournir. Des rendements de 15, 20, 30% par an et beaucoup plus, dès qu'on a suffisamment de capitaux et bien sûr d'appétit pour prendre des risques. Depuis la fin du système de change fixe de Bretton Woods en 1971, un nouveau type de produit financier est apparu. Les options, qui sont en fait des paris. Si j'achète une option sur une action, j'achète le droit de gagner de l'argent si l'action monte ou si elle descend. Parfois j'en perds. Cela s'appelle un produit dérivé. L'option a une valeur en elle-même, elle s'achète et se revend indépendamment de l'action qui s'appelle le sous-jacent de l'option. Les premiers produits dérivés sont apparus pour couvrir le risque de change qui a commencé à exister en 1971 quand la parité en or du dollar a été supprimée, c'est la fin de Bretton Woods. Ensuite, les produits dérivés ont été étendus à beaucoup d'autres produits. Les matières premières, les indices boursiers, les taux d'intérêt, le risque de défaut d'un État avec les CDS. D'autre part, la finance, comme le reste de l'économie, a été dérégulée. Libre mouvement des capitaux, peu de surveillance effective des risques des déplacements des établissements bancaires, ce qui a entraîné la crise de 2008. Depuis un peu plus de 30 ans, l'investissement dans ces produits purement financiers est très rentable, mais aussi, bien sûr, très risqué. L'histoire financière des 30 dernières années est ponctuée de crises et de crashs importants et fréquents. Mais les investisseurs se mettent à exiger de leur placement dans l'économie réelle les mêmes rendements que ceux qu'ils peuvent obtenir dans la sphère financière. Disons, pour fixer les idées, d'un minimum de 10% de rendement par an. Et ce, alors que les prévisions de croissance de l'économie réelle des pays avancés, les États-Unis, la zone euro, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada, n'est que de 1,8% pour 2016, d'après le FMI. Pour obtenir ces rendements élevés, les investisseurs font pression sur les entreprises et les poussent souvent à délocaliser la production, faire des pays à moindre coût. Deuxième point, les investisseurs privés délaissent l'économie réelle qui n'offre pas les mêmes rendements. Les investisseurs du Nord investissent donc actuellement peu dans l'économie réelle. C'est ainsi que le portefeuille d'investissement des investisseurs institutionnels ne contient qu'1% d'investissement en infrastructure. La majorité de leur portefeuille est constituée d'emprunts d'État. L'épargne des pays avancés est absorbée par la sphère financière. Le taux d'investissement dans l'économie réelle du Nord se réduit. Et il n'est pas compensé entièrement par des investissements du Nord au Sud. Une partie de l'épargne des pays du Sud est aussi attirée par ces rendements financiers importants et elle ne s'investit pas non plus dans l'économie réelle au Nord ni au Sud. C'est le cas en particulier des excédents en devises fortes des pays exportateurs de pétrole, la Russie par exemple, mais aussi le Mexique, le Venezuela. La conséquence en est triple.
instabilité financière, déficit d'investissement accélérant la déflation au nord, retard dans le développement au sud. Abordons maintenant notre troisième point, les projets de la transition non plus ne peuvent offrir de tels rendements. Le secteur des énergies renouvelables, solaires et éoliens, est en fait un contre-exemple. Il a attiré des capitaux et il a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. Ce sont environ 300 milliards de dollars qui ont été investis dans ce secteur en 2015. Il a été soutenu d'abord par des subventions dans les pays développés, puis grâce à cela par le développement massif d'intrants à faible coût, les panneaux solaires fabriqués en Chine notamment. Les projets sont de petite taille. L'unité d'investissement est en dizaines de millions d'euros, pas en milliards, comme pour les grands réseaux ou les centrales de production électrique. Et la rentabilité est assez rapide, parfois sur 2 ou 3 ans. Ces projets ont donc pu se financer sur des durées courtes, en offrant initialement, grâce aux subventions, des rendements de l'ordre de 10% par an ou plus, compatibles avec les exigences du secteur privé qu'on a vu. La difficulté de passer à la vitesse supérieure concerne les projets plus importants, une centrale hydroélectrique dans un pays d'Afrique par exemple. Ce type de projet ne peut être rentable qu'après un temps plus long, 5 ou 10 ans. Et il ne peut procurer un rendement de 10% par an aux investisseurs privés, sauf à générer un coût pour l'État ou le consommateur d'électricité trop important. Du coup, les investisseurs privés préfèrent placer leur argent dans les produits financiers disponibles sur le marché. Quant aux États, ils n'ont pas en général la possibilité de réaliser eux-mêmes les investissements massifs que requiert la transition. Au nord comme au sud, ils sont la plupart du temps très endettés. Abordons maintenant notre dernier point. Tant que les capitaux afflueront vers la sphère financière, la transition n'avancera pas à la vitesse requise. Le coût de la transition énergétique sera d'autant plus élevé que les rendements exigés par les investisseurs le seront. Pour situer les ordres de grandeur, on peut estimer que la charge annuelle de remboursement des investissements de transition dans les pays du Sud augmente de 40 milliards de dollars par an pour chaque point de pourcentage de renchérissement du coût de financement. Mais les rendements importants générés par la sphère financière sont la contrepartie d'un risque élevé. Les crashs répétés déstabilisent les économies et les sociétés, tandis que l'argent ne s'oriente pas vers la croissance de l'économie réelle. La transition énergétique et écologique est un impératif vital et urgent. Elle nécessite une forte réorientation des capitaux vers une économie réelle décarbonée. Pour qu'elle puisse avoir lieu, il sera donc nécessaire de réguler davantage la sphère financière pour qu'elle retrouve plus de stabilité, ce qui conduira à des rendements plus faibles. Les projets de la transition pourront aussi être encouragés par des mesures fiscales et réglementaires, comme cela a été le cas pour les projets d'énergie renouvelable, de manière à ce que leur rendement puisse attirer des investisseurs financiers. De nombreux économistes plaident pour une régulation plus stricte de la sphère financière. La régulation de la sphère financière est possible par plusieurs instruments. Renforcer la solidité des banques en augmentant leur capital, encadrer l'utilisation des produits dérivés, isoler les activités spéculatives des dépôts et des crédits. Il est aussi important d'encadrer les mouvements de capitaux pour relocaliser une partie de l'épargne du Sud vers l'investissement domestique au Sud. En conclusion, il est important de stabiliser les systèmes financiers de manière à les rendre moins risqués et donc aussi moins rémunérateurs pour les investisseurs privés. Sans cela, les capitaux continueront de s'orienter vers la sphère financière au détriment des investissements pourtant vitaux de la transition. Merci de votre attention.